Bonsoir monsieur, bienvenue dans Échange. Avec la propagation du coronavirus, de nombreuses entreprises ont dû réadapter leur méthode de management en Occident. Le télétravail est devenu la mode. Quels sont les enjeux et défis de ce mode de travail en Afrique? Pour en parler aujourd'hui, un invité, Pondoro Fossou Lorson Etili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de l'Agence togolaise de normalisation. Sure. Des entreprises qui se mettent au télétravail, y en a-t-il assez en Afrique? En Afrique, oui, dans beaucoup de pays, surtout les pays anglo-saxons. Nous avons au Kenya, en Afrique du Sud, Mozambique, même au Maroc aussi un peu et en Tunisie. Mais dans nos pays francophones d'Afrique de l'Ouest, du centre, il n'y en a pas beaucoup. Pour la seule raison que, d'abord, les gens continuent l'activité et ils font en sorte que tout se passe comme s'il n'y a pas de corona. Mais par contre, il y a des dispositions qui sont prises pour pouvoir travailler avec ceux qui sont de l'autre côté, c'est en Europe et qu'on sort, pour échanger virtuellement sans problème particulier. Mais on organise beaucoup plus de réunions virtuelles, mais pas de télétravail en tant que tel. Parce que le télétravail, ça veut dire que c'est une production qui est réalisée par quelqu'un en dehors de son lieu de travail. C'est ça qu'on appelle télétravail. Que faut-il savoir pour un télétravail efficace alors le télétravail, pour que ça soit efficace, d'abord, il faut que ça soit dans un cadre que je dirais d'abord assaini. C'est-à-dire que vous avez votre charge de travail quotidienne que vous amenez chez vous à la maison. C'est pas un open space qui comme certains le pensent, parce que open space, c'est vous amenez le travail dans un endroit clos où tout le monde peut prendre un bureau et faire son travail. Dans le cas de télétravail, tu amènes le travail à la maison, chez toi à la maison. Tu quittes ce que tu dois faire dans la journée au travail, tu l'amènes à la maison. Et à la maison, tout ce que tu as comme charge, si tu dois rédiger peut-être 50 courriers, tu réalises ça et puis tu envoies ça à tes supérieurs hiérarchiques par voie numérique. Et si c'est à la comptabilité, tu fais toutes tes saisies, etc. Après, tu envoies ça à ta supérieure hiérarchique pour validation. Mais dans l'organisation pratique, aujourd'hui, il y a des commissions qui se mettent en place pour codifier le télétravail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de voir dans quelle mesure l'employé étant à la maison, on peut contrôler sa production. Combien de temps tu es en face de ton écran, combien de temps tu as passé sur les dossiers, et il y a des outils comme les SharePoint, etc., que ce soit Microsoft et consorts, qui permettent de savoir si effectivement tu étais en train de taper sur ton clavier ou pas. Tu peux être à la maison, ne rien faire aussi également. Donc, ce qui fait que le télétravail, dans l'esprit aujourd'hui de la normalisation en cours, c'est de réaliser en sorte qu'on puisse contrôler le taux de productivité des gens depuis leur domicile, sans être forcément obligé de venir sur le lieu du travail. Je voudrais parler du Togo. Dans quel contexte se retrouvera un employé à qui on demande de travailler depuis la maison aujourd'hui? Bon, dans le cadre de l'aspect disons, la sociologie du Togolais lambda, quand on lui demande de travailler à la maison, bon, si c'est une boutique, ça va, mais si c'est une production qu'il faut faire sous terme de service, c'est un peu compliqué. Les Togolais sont habitués à travailler à la maison en ouvrant une boutique au garage et consorts, etc. Ça, ils sont très forts dedans. Mais dans le cas d'une production de services technologiques, etc., ça va être un peu plus compliqué. Parce que déjà, il y a l'environnement où il y a les enfants, où il y a la famille, les gens qui viennent te rendre visite, etc. Et que les maisons au Togo n'ont pas été construites, projetées dans ce cadre-là. Parce que la plupart de nos maisons, si vous rentrez, vous avez déjà accès au salon, vous avez des chats. Bon, c'est très difficile. Quand on dit télétravail, il faut avoir un environnement comme mon bureau, mais que vous avez chez vous et que vous êtes en mesure de produire. Ce n'est pas en étant dans le salon avec le laptop qu'on dit qu'on produit, mais ça va être un peu compliqué. Donc au Togo, je ne pense pas que cela ait beaucoup d'usage. Mais par contre, il y a des étrangers qui sont au Togo, qui font du télétravail, qui sont rentrés de l'Europe, mais qui continuent à travailler en étant au Togo. Ben, parce qu'ils avaient déjà cet environnement chez eux. Ils savent comment il faut faire. Et puis, ils sont contrôlés et ils ont des rapports d'activité quotidiens et hebdomadaires qu'ils doivent produire à leur supérieur hiérarchique. Et c'est ça qui justifie le pourquoi on te paye.
Parce que si tu n'as pas produit, on ne te paiera pas. Monsieur Lawson Eteli, est-ce qu'on doit faire une distinction entre télétravail, travail à domicile ou travail nomade? Bon, alors, les trois ont leur sens. Bon, travail nomade, c'est que vous avez votre laptop, vous baladez n'importe où, même au bureau, en voiture, n'importe où vous travaillez. Ça, pas de lieu fixe de non, travail. non, nomade, c'est que vous avez votre laptop, vous connectez ou bien votre sur votre BlackBerry et consort, vous pouvez travailler. C'est pas un problème particulier. Bon, le travail à domicile, c'est que vous faites un choix. Au lieu de vous déplacer pour aller sur le lieu de travail, qui peut être source de dépenses en termes de déplacement, de coûts, de carburant, pollution, tout ce qui est, etc. Vous faites le choix de rester à la maison pour faire le travail. Ça, c'est des choses qui se font un peu partout. Même au Togo, ça se fait. Bon, maintenant... Ce choix doit être temporaire? Ça dépend des organisations. Par exemple, moi, personnellement, à domicile, je travaille bien. Et je n'ai pas de problème particulier, mais c'est les collaborateurs qui disent qu'ils ont envie de me voir. Sinon, moi, je travaille bien à domicile. Il n'y a pas de problème particulier parce que j'ai pris les dispositions en conséquence. Mais par contre, le télétravail, c'est-à-dire que votre supérieur vous demande de rester à la maison et vous faites la production qui était prévue dans votre planification, sans avoir forcément à vous déplacer pour venir. Donc, c'est télétravail, c'est que vous faites le travail à distance. Voilà le mot plus ou moins approprié. Voilà, vous faites le travail à distance. Et les outils sont là pour mesurer si vous avez été efficace ou pas. Parce que moi, je passe mon temps à dire que dans les normes, et je parle toujours des normes, puisque je suis là pour promouvoir toujours les normes, pour qu'un pays se développe, il faut qu'on ait minimum 65% de productivité par jour. Dans la plupart de nos sociétés, on ne parle jamais de productivité, on parle seulement de présence sur place. Ce n'est pas la productivité. La productivité, c'est un rendement que vous devez assurer en permanence au niveau de votre activité. Mais elle peut être liée à la présence de l'employé. Non, le présentiel veut dire seulement que vous êtes là. Et vous avez pointé que vous êtes arrivé à 8h, vous êtes pointé que vous êtes rentré à 17h, point barre. Mais qu'est-ce qui est sorti de votre présence au bureau? C'est ça la productivité. Est-ce que ça a permis à la structure, à l'organisation, à la société qui vous emploie d'aller de l'avant? Et ça, on a besoin que dans la journée, je ne sais pas, beaucoup de gens n'ont pas ces calculs-là souvent. Quand on est un manager, on le sait plus ou moins. Dans la journée, on dit que vous avez environ 8 heures de présence, mais en réalité, on attend de vous au moins 6 heures de production. C'est-à-dire qu'entre les coups de fil, les marchés, etc., on veut que vous produisez au moins 6 heures par jour. C'est-à-dire que vous faites en sorte que la boîte a avancé de 6 heures. Dans la semaine, on attend de vous 6 multiplié par 5. Ça fait 30 heures. C'est pourquoi vous avez vu ailleurs, les gens sont arrivés à une semaine de 35 heures. Mais on attend de vous en production réelle. C'est-à-dire que vous avez fait avancer votre société et en apportant des solutions à des problèmes qui existent dans la société sur au moins 6 heures dans votre présence par jour. Mais lorsque vous êtes assis dans le bureau et que toute la journée, vous n'avez rien fait pour avancer la société, vous êtes en train de saboter en interne tout en étant employé votre société. J'insiste sur ça. Est-ce que le télétravail peut changer la donne? Justement, c'est à cause de ça qu'on est en train de développer des normes pour contrôler l'activité à domicile quand vous êtes en télétravail. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours et il y a une commission qui est au niveau de l'ISO qui est en train de travailler sur ce sujet. Monsieur Lawson Eteli, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un employeur à demander à son salarié d'opter pour le télétravail? Bon, il y a plusieurs raisons. Vous savez qu'actuellement, avec la pandémie, il y a une réduction des activités. Et vous savez que quand un employé vient au boulot, il faut le payer son transport. D'accord? Et c'est du ressort de l'employeur. Ensuite, il faut que tout ce que vous ajoutez sur le salaire, là, les accessoires de salaire, comme on l'emploie, si vous demandez à quelqu'un de rester chez lui, vous supprimez ça. Ça fait partie de la stratégie d'économie d'une société. Ensuite, quand maintenant vous avez votre employé qui est à la maison, mais qui vous fait beaucoup plus de résultats qu'avant, mais il y a des gens qui sont en train de choisir carrément le télétravail en permanence. Puisque ça leur évite d'abord d'avoir des coûts inutiles, des retards qui viennent dire que oui, excusez-moi, il y avait eu accident sur la route de consort. Non, tout ça, c'est exemple. Et puis vous ne payez pas aussi le transport, puisque la personne est restée à la maison. Voilà, ça c'est des arguments économiques. Maintenant, pour l'efficacité, je sais que dans beaucoup de pays aujourd'hui, dans le cas des grands groupes, les gens travaillent beaucoup plus en télétravail. Pour la raison qu'ils sont sur des fuseaux horaires différents. Vous êtes avec des gens qui sont en Malaisie, qui travaillent avec vous à la même heure, et où ils ont un endroit sur les plateformes qu'on appelle les SharePoint, où tout ce que tu fais,
même ton dossier, tout ce que tu rajoutes, l'autre le voit en même temps directement et il te donne les corrections, etc. Et puis, c'est très positif pour eux. Ce qui fait que pour moi, c'est un truc d'avenir aussi, puisqu'on n'a pas besoin forcément d'embaucher les gens qui sont dans le même espace. Quelqu'un peut être à Dapaon, faire un télétravail et être payé à la fin du mois. Ça, c'est une stratégie. Mais vous dites que l'employeur peut faire alléger les charges, les primes quand l'employé travaille à la maison. Mais qu'en est-il des coûts de téléphone, de l'électricité, de la connectivité? Est-ce que c'est l'employeur qui doit tout payer? Bon, je vous explique comment ça marche. je vous explique comment ça marche. C'est qu'au lieu de donner, par exemple, un abonnement de taxi qui va revenir peut-être à 40 000, etc., mais quand tu es à la maison, on suppose que c'est coupé. D'accord? Mais on te fait une allocation de 15 000 où tu as 60 gigas sur Togocom. Avec 60 gigas, tu fais tout ce que tu veux. Bon, tu peux travailler. Bon, maintenant, pour question de... Qui paye la facture d'électricité? Bon, la facture d'électricité n'est pas comptabilisée puisque tu vis dans un environnement donné où tu es censé payer l'électricité de base. Bon, mais un employeur... Que vous utilisez vous-même. Non, non. Mais quand vous faites le travail pour le compte de l'employeur, c'est en fait, à lui de payer normalement. Oui, non. Un employeur, et dans ce qui te donne comme rémunération, c'est dedans que tu te débrouilles pour payer ta facture d'électricité. Bon, si on te demande de rester à la maison, ça n'apporte pas grand-chose en termes de consommation. Quand vous prenez un ordinateur, beaucoup de gens ne savent pas que l'ordinateur, il travaille sur courant continu. L'alternative, là, c'est juste que, bon, c'est une façon de voir. Sinon, la plupart des objets qu'on utilise à la maison sont connectés avec du courant continu. Ils n'utilisent pas du courant alternatif. Vous verrez que partout, on a des transformateurs. C'est pour amener du courant continu. Sinon, on a fait les calculs au niveau de l'IEC, on a regardé qu'on a plus besoin du courant continu que du courant alternatif. C'est le problème est que, d'une façon générale, les gens ont mis des transformateurs partout pour pouvoir amener le continu à l'utilisation. Mais la consommation n'est pas terrible pour un ordinateur. Vous allez voir, quand on fait le calcul de l'efficacité énergétique, bon, on ne comptabilise pas ça. C'est beaucoup plus votre congélateur, votre climatiseur qui consomme beaucoup plus. Sinon, les objets connectés, ça ne coûte absolument rien. Ça, je confirme. Donc, l'employeur, bon, ne regarde pas trop. Je ne pense pas. Je n'ai pas vu dans une législation, on a demandé si la personne est à la maison, il faut lui payer l'électricité. Non. Ça fait pas partie des charges de l'entreprise. Alors, quels sont les secteurs d'activité qui peuvent se lancer dans le travail? Alors, surtout les services. Et j'insiste là-dessus. Bon, nous, ici, nous n'avons pas de plateforme digitale qui se développe à une vitesse grand V. J'étais tout récemment au Nigeria, je me suis rendu compte que tout le monde est en Haïti. Et puis, les propositions sont énormes. Et puis, tu vois, tout le monde dit que je vends au départ de ma maison et je gagne beaucoup plus d'argent que lorsque j'étais dans une boutique. Alors, tu te demandes, mais pourquoi nous, on est un peu en retard sur la question? Et je pense qu'il va falloir peut-être, au niveau des réflexions, des axes, des pistes d'amélioration de la compétitivité, aussi également de la mise en œuvre des emplois, qu'on puisse regarder quel apport la digitalisation et l'informatique peut apporter à l'économie. Et ça, je pense que c'est une réflexion qui s'impose à nous. Quand vous voyez les pays comme le Rwanda et consorts, la digitalisation est devenue quelque chose énorme partout. Et vous voyez que tous les étudiants qui sortent de l'université, aucun d'entre eux ne cherche à aller devenir fonctionnaire. Tout le monde crée sa structure et puis ils offrent les services de digitalisation et consorts, etc. Et puis l'économie est un peu plus speed. Si vous prenez... Ça veut dire que dès la base, on leur apprend l'entrepreneuriat. Ce n'est pas à la fin de leur cursus qu'on tape du poing sur la table. C'est l'erreur des académies franco-françaises, où on fabrique beaucoup plus de diplômés, mais on ne voit pas leur utilisation. Si je vous donne le cas d'un pays que j'aime bien citer un exemple, c'est la Malaisie. La Malaisie, à l'université de là-bas, vous faites les 2 premières années ensemble, que ce soit en comptabilité, en journalisme, n'importe quoi, mais à partir de la 3e année, l'année de licence, vous choisissez si vous voulez devenir employé ou bien employé. Et le cursus n'est pas pareil. Parce qu'on apprend à quelqu'un à gérer, alors que l'autre, on l'apprent à travailler. Ce qui fait être géré. Oui, à être géré. Ce qui fait que quand ils sortent tous ensemble, avec leur diplôme d'ingénieur, ben écoute, tu verras que c'est le collègue
avec qui tu étais à l'école qui t'emploie. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez sur les sites web, vous allez voir que le taux de chômage dans ce pays-là est moins de 3%. Parce que les gens, dans la tête, ils ont choisi, quand ils étaient sur le banc de l'université, après la 3e année, que je veux devenir employeur. Donc, tu peux avoir un employeur qui est moins âgé que toi. Ça ne dérange personne là-bas. Mais chez nous, ici, bon, tout le monde veut être employé. Et c'est ça qui fait le problème. Donc, c'est une question structurelle qu'il faut dans la tête, qu'on essaie de regarder, comment on peut changer ça dans la mentalité de nos parents africains de façon générale, qu'il ne faut pas chercher tout le temps à être employé de quelqu'un. Ou bien il y en a qui sont à la maison, ils attendent qu'on leur cherche du boulot, ils viennent travailler. C'est pas ça non plus. Il faut que les gens aient l'esprit d'initiative, oser et risquer et prendre des initiatives. Les coups bas, tu l'auras tout le temps. Des échecs, il y en aura tout le temps. Moi, c'est que lorsque j'ai un échec que je suis beaucoup plus renforcé. Avant de marquer rapidement la pause, quels sont les différents moyens de s'assurer de maintenir une frontière entre le télétravail et une vie privée? Ah, ça... les moyens, il y en a plusieurs. D'abord, prenez le temps de dégager un temps pour la famille, faire le social comme c'est possible, et ensuite ne pas perdre de vue que, bon, le travail, il y en a tous les jours, mais le jour où tu n'es plus là, il y a un remplaçant. Donc, ça veut dire qu'il faut nécessairement que tu penses de temps en temps à aménager dans ton calendrier au quotidien un temps pour réserver aux autres et qui permettent de toujours garder le lien. Parce que quand vous êtes connecté, ça m'arrive moi-même des fois, hein, vous êtes tout le temps en train de travailler, mais vous ne voyez plus qu'à côté, vous avez des gens qui ont envie de discuter avec vous, des gens qui ont envie d'aborder certains sujets de société avec vous et consorts, et que vous êtes tout le temps en train de travailler. Donc ça nous arrive souvent. Moi, je me suis connecté parce que quand j'ai découvert très tôt l'importance du digital, et ça m'a simplifié la vie, et puis je me dis que mais pourquoi ne pas y aller? Sinon, je pense que quelles que soient les connexions, il faut arriver un jour à s'aménager un temps pour dire que j'arrête pour m'occuper de la famille, j'arrête pour discuter avec quelqu'un d'autre. Nous allons aussi marquer une pause et revenir après cette tranche de l'information sur votre